Bonsoir, nous sommes heureuses de vous accueillir. Vous êtes ce soir connectés avec nous pour ce 38e webinaire du CEMA, du Centre d'enseignement des modes amiables, et pour un thème qui nous a semblé important, en tout cas suffisamment important pour que vous soyez plus de 160 inscrits, au-delà de 160, et qui montre que cette question de la vulnérabilité est une question qui nous interroge, nous les médiateurs. Ce que je vais vous demander, donc je suis Jocelyne Dahan, je suis au CEMA depuis, déjà vous m'avez vu quelques fois, puisque j'anime tous les webinaires sur la famille et quelques formations autour de la médiation familiale que vous retrouverez sur notre site CEMA et vous verrez tout ce qu'on peut vous offrir. Ce qu'on vous demande, Catherine Emmanuel, qui est la directrice pédagogique du CEMA, est avec nous, elle vous salue. Hélène Toumieux est derrière tout ce système informatique pour avoir une retransmission de qualité. Merci Hélène, merci Catherine. Et ce qu'on vous demande, comme d'habitude, c'est de pouvoir nous dire qui vous êtes et d'où vous êtes, de quelle ville vous êtes ou de quel pays vous venez. Et alors là, il y a des gens qui se présentent, mais qui disent pas d'où ils viennent. Je mets mes lunettes pour mieux voir. Et n'hésitez pas, si vous pouvez nous dire d'où vous venez, de Tours, bonsoir, encore de Tours, de Dieppe, de, de Genève, donc on commence à voir un peu la Suisse, de La Rochelle, euh, de, de Dijon. Je ne sais pas si dans toutes ces villes vous avez de Lille, de Martigues, de d'Arras. Oh là, ça va très vite. D'Ajaccio. Bonjour à la Corse qui est avec nous ce soir. De France, de Bordeaux. On voit que vous êtes d'un peu toutes les villes de France. En général, vous venez de partout et c'est un grand plaisir pour nous que de partager, le Luxembourg vient de passer, de partager ces moments avec vous. On va rapidement vous donner un peu le fonctionnement déjà avant que nous commencions. Donc, vous n'avez à toucher à rien, vous allez uniquement nous voir. Je vais présenter mes deux collègues avec qui j'ai le plaisir de partager ce moment. Et vous avez un petit chat ou un QR selon vos ordinateurs et la configuration de votre Zoom, sur lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. À la fin de l'intervention de Daniel Henry et Nancy Cowan, vous aurez le temps de poser vos questions. Je pourrai les retransmettre. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on vous dira à quoi nous avons pensé pour ne pas qu'il y ait trop de frustration. Bonjour Joël Duvivier qui vient de Tours, pour que vous puissiez avoir un côté le plus large possible sur cette question de la vulnérabilité. N'ayez pas d'inquiétude, il y aura comme d'habitude un replay auquel vous aurez accès, vous pourrez regarder, revoir, etc. Le transmettre, n'hésitez pas à transmettre et les informations du CEMA et le lien il sera sur les réseaux sociaux, vous pouvez les transmettre pour que d'autres collègues, d'autres professionnels, et pas seulement des médiateurs familiaux, mais aussi des psychologues, des psychothérapeutes, des magistrats, des avocats, tous ceux qui travaillent autour de la famille puissent avoir accès à ces échanges que nous vous proposons. La Haute-Provence vient de passer et ça continue et on voit que vous venez vraiment de partout et nous en sommes absolument ravis. Donc on va attendre encore un tout petit peu et puis on va pouvoir commencer. Donc comme je vous l'ai dit, l'enregistrement est géré par le CEMA. Vous aurez un replay dans les semaines qui suivent, le temps qu'il soit monté et que, une fois le montage fait, qu'il puisse être mis en ligne. Vous aurez toutes les questions que vous souhaitez. On va les noter, même si nous ne pouvons pas. Tiens, il y a Toulouse qui est là. Nous ne pouvons pas vous répondre à toutes les questions ce soir, puisque l'objectif, c'est que vous puissiez vraiment entendre nos deux intervenantes qui ont préparé ce webinaire et qui ont une réflexion longue sur la question de ce thème. Et on va le commencer dans quelques instants. La Bretagne, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais à Toulouse, il fait froid.
J'espère que mon collègue toulousain ne va pas me contredire. Et chez nos intervenants, il n'a pas l'air de faire très beau non plus. Donc nous partageons avec vous ce mois de mars, le mois des giboulées, le mois du froid, alors que le printemps arrive et que on se retrouvera aussi lorsque le printemps sera plus annoncé pour un prochain webinaire dont je vous donnerai le thème à la fin de celui-ci. Alors peut-être nous allons commencer et puis les derniers qui arrivent nous rattraperont et pour que nous puissions avoir tout le temps possible pour cet échange. Ce thème de la vulnérabilité nous est venu une rencontre avec Daniel Henry et Nancy Kawam sur cette question de la vulnérabilité. On parle aujourd'hui beaucoup de toutes ces médiations et vous savez que dans le contexte de la médiation familiale, les contextes d'application deviennent de plus en plus larges et vont suivre l'évolution de la société. Et c'est ce qui est important pour nous. Et puis cette question de la vulnérabilité, elle n'était pas forcément mise au centre de la médiation. Elle était un peu périphérique et on pouvait penser, en tout cas beaucoup pensent, que peut-être la vulnérabilité, c'est la question du vieillissement et que là, il y a, parce que nous sommes aussi dans cette période où la courbe de Gauss est en train, on voit bien, s'effondrer, et cette génération qui est les baby-boomers amène à se poser des questions, la place de la personne âgée dans la société, la reconnaissance, l'accompagnement, la transmission. Et puis au fond, la question qui traverse toutes ces questions, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas que le vieillissement, et nous allons le voir aujourd'hui. Et nous allons vous proposer de réfléchir ensemble. Il ne s'agit pas de vous donner des réponses, mais simplement de partager la réflexion avec vous. Avec nous ce soir, Danielle Henry. Danielle Henry est médiatrice familiale diplômée d'État. Je tutoie Danielle et Nancy, donc je vais continuer puisque nous avons appris à nous connaître et à nous rencontrer. Elle est aussi thérapeute familiale systémicienne et elle est formée au modèle de la thérapie intelligence relationnelle en IFC. Elle vous expliquera ce que c'est si vous voulez savoir. Daniel a exercé à la fois en service conventionné de médiation familiale, donc les systèmes de conventionnement par les comités départementaux de financement, et elle a créé le service de médiation familiale à l'école des parents en Alsace. Elle a aussi été présidente de l'association de médiation Partage. Beaucoup d'entre nous connaissent cette association pour ce qu'elle nous a apporté sur la question justement de la vulnérabilité. Elle en a été présidente et c'est elle qui a signé le premier contrat avec le groupe Orpea et Meis. Aujourd'hui, Daniel, tu exerces en secteur libéral et vous verrez que la pensée a continué à émerger sur cette question de la vulnérabilité. Nancy, Nancy a la particularité d'être médiatrice familiale diplômée d'État en France et médiatrice familiale en Angleterre. Elle a été avocate spécialiste en droit de la famille pendant plus de 20 ans en Angleterre et au Pays de Galles. Et vous verrez, c'est un exploit qu'a fait Nancy. Moi, j'étais assez étonnée quand on s'est rencontrés de faire toute sa formation, évidemment en français. Évidemment, comme les Français parlent beaucoup le français, et alors que nos collègues européens parlent bien d'autres langues, vous verrez la compétence de Nancy sur cette question. Et elle s'est intéressée très rapidement aux médiations familiales dans le contexte de grande vulnérabilité, mais aussi dans les situations familiales internationales. Peut-être que un jour on en parlera dans un des webinaires. Ce soir, nous avons essayé de structurer notre présentation autour de 4 grandes questions. Bien sûr, nous n'avons pas la prétention de tout aborder en 1h30, mais nous vous proposons 4 questions. Un, et vous les retrouverez dans le replay, au fond, comment définir la vulnérabilité? Qu'est-ce que ce concept-là? Qu'est-ce qu'il recouvre? La deuxième question sera comment et en quoi la vulnérabilité vient questionner les principes fondamentaux de la médiation familiale. Évidemment, nous ferons un détour par la déontologie, l'éthique, etc. Troisième question que nous nous sommes posée, c'est comment le médiateur familial va mettre en place son cadre et son processus pour répondre à la demande des familles concernées par la vulnérabilité. Enfin, quatrième question, est-ce que le médiateur familial a besoin d'une formation complémentaire
dans le contexte de la vulnérabilité par rapport à sa formation initiale. Il aurait pu y en avoir d'autres, c'est celles qui nous ont semblé être le plus pertinentes et donc c'est celle que nous allons vous proposer. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la question de comment définir la vulnérabilité. Pour chacun d'entre nous, il peut y avoir une représentation de ce que peut être la vulnérabilité. Si nous étions en direct tous ensemble, on aurait peut-être de nombreuses définitions de ce qu'est la vulnérabilité et de comment nous nous la représentons. Nous nous la représentons avec aussi nos histoires, avec nos valeurs, avec tout ce que nous avons pu traverser, et elle peut avoir une couleur et une forme différentes selon chacun d'entre nous. Alors je vais laisser la parole à Nancy pour qu'elle puisse nous dire, au fond, pour toi Nancy, comment est-ce que tu pourrais définir la question de la vulnérabilité? Bonsoir à tous et merci beaucoup au Sema et à Jocelyne et à Daniel. Donc, pour répondre à ta question, Jocelyne, pour moi, la vulnérabilité est définie comme une blessure ou une fragilité. Elle peut être physique, psychique, morale ou sociale. La vulnérabilité est au cœur de toutes les relations humaines parce que nous nous construisons au regard de l'autre et que lorsque ce regard, pour une raison ou une autre, n'est pas bienveillant, alors nous développons des attitudes défensives qui viennent teinter la relation humaine. Pour moi, socialement, la vulnérabilité est signe de pas pour moi, pardon, mais socialement, la vulnérabilité est signe de faiblesse. Or, en réalité, il en est tout autrement, puisque la vulnérabilité rend possible une rencontre authentique qui n'est pas basée sur une attitude défensive. Nous sommes tous vulnérables, parce qu'être vulnérable est se montrer tel qu'on est, avec ses faiblesses et ses forces. La vulnérabilité rend possible un langage où le partage est réel. Ce qui nous touche nous transforme. Pour moi, la médiation accompagne la vulnérabilité des familles dans toute sa complexité, à divers moments ou cycles de la vie, quelle que soit sa religion, sa position sociale, son état de santé. Le médiateur familial accueille la vulnérabilité familiale sous tous ses aspects dans un espace sécurisé et confidentiel pour aborder avec la parole et en toute humilité les situations familiales difficiles et complexes. Pour nous trois, Jocelyne, Daniel et moi, la vulnérabilité ne s'adresse pas uniquement aux aidants et aidés. Son champ est beaucoup plus inclusif. Il s'agit en réalité de la médiation de toutes les vulnérabilités, celles qui font souffrir le lien familial parce qu'il y a un déséquilibre lié, par exemple, au handicap, à l'avancée en âge, à la maladie, à des situations qui viennent bouleverser les relations et re-questionner les places de chacun. Cela nous amène aujourd'hui à nous interroger dans ce webinaire à la vulnérabilité dans les contextes suivants. La vieillesse, le handicap sous toutes ses formes, émotionnelles, psychologiques, physiques, et quel que soit l'âge de la personne handicapée concernée par la vulnérabilité. Il y a aussi la maladie, la fin de vie, mais aussi, tout comme nous, on pourrait interroger la vulnérabilité lors des divorces et des séparations. Merci à toi, Nancy. Tu viens de nous poser une définition très précise de ce que nous entendons par vulnérabilité et que nous proposons ce soir à toutes les personnes qui sont présentes et qui nous accompagnent. Mais au fond, si je comprends bien et si c'est clair, nous sommes tous des êtres touchés par la vulnérabilité qui nous traverse à toutes les parties de notre vie, à toute notre histoire. Et la question que je me pose, c'est que forcément, le médiateur lui-même est inclus dans cette question de la vulnérabilité. Il est confronté aussi dans l'exercice de sa profession et c'est pas toujours facile à accompagner, à repérer. On voit plus facilement ce qu'est l'autre dans sa vulnérabilité, mais nous, médiateurs, c'est plus complexe pour nous de voir nos propres vulnérabilités. Or, il s'agit vraiment de cela, dans cette authenticité qu'est le médiateur familial,
le médiateur tout court et familial, de voir quelle est la place de la vulnérabilité. Au fond, qu'est-ce qui me rend vulnérable? Certainement différemment les uns des autres. Et donc, la question que maintenant je voudrais poser à Daniel, c'est par rapport à cette question de la vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle vient questionner dans les principes fondamentaux de la médiation familiale? Ouais. En tout cas, bonsoir à vous toutes et tous. Et puis, très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui dans ce webinaire. Merci Nancy, merci Hélène et puis également Catherine. Voilà, merci à vous toutes. Alors, si nous partons du fait que les fondements de la médiation familiale sont liberté, égalité et fraternité, ainsi que consentement libre et éclairé des participants, alors nous nous trouvons en face d'un réel problème lorsque nous parlons de médiation familiale, et notamment de personnes qui sont touchées par un handicap, par une maladie, par une dépendance liée à l'âge, par une altération des facultés mentales, une dépendance également économique, une emprise, voire de la violence ou de la précarité, par exemple. Alors, un des enjeux majeurs du médiateur va donc être comment garantir l'égalité entre les participants et recueillir un consentement libre et éclairé lorsque la personne vulnérable est présente en médiation. Un autre enjeu majeur, et non des moindres, est de concilier protection et autonomie tout en aidant la personne vulnérable à rester actrice tout au long du processus de médiation familiale. Donc en France, le droit de la protection des majeurs repose sur un principe essentiel, et vous le connaissez sans doute tous, c'est protéger sans priver inutilement la personne de ses capacités. Il est issu de la loi du 5 mars 2007, donc ce qui veut dire pour le médiateur et pour les familles également, trop protégé risque d'exclure la personne des décisions qu'elle a à prendre pour elle, et pas assez protégé risque de l'exposer à des pressions qui sont dangereuses. Alors un autre enjeu central est d'assurer la sécurité psychologique et physique de chaque participant, et notamment de la personne vulnérable, afin d'éviter que l'espace de médiation ne devienne un espace de prise de pouvoir à sa place ou qu'on puisse la choséifier. La personne vulnérable sera donc au centre des préoccupations, tout en ayant le regard sur toutes les vulnérabilités qui vont être présentes en médiation. Il en va donc de soi que c'est au médiateur de travailler avec les participants autour de ces enjeux en fixant avec eux un cadre négocié ensemble afin de garantir la sécurité de chacun. Donc le travail de médiation, il va donc commencer dès le premier coup de fil et dès l'entretien d'information avec le choix collégial du lieu de la médiation, des participants, du financement, également de la durée des séances de médiation. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et donc, nous allons en reparler un tout petit peu plus tard en détail. Alors, Daniel, merci beaucoup pour ça. Mais qu'en est-il de l'éthique du médiateur dans ces situations? Alors, Nancy, la spécificité de l'éthique du médiateur est d'accueillir la vulnérabilité avec une extrême vigilance. Celle-ci repose donc sur une attention constante qui est apportée à la personne vulnérable ainsi qu'à tout le système afin de garantir que la médiation reste juste, sécure, respectueuse, eu égard à la dignité, aux droits et libertés de la personne qui est vulnérable. Cette vigilance éthique a une dimension prothétique, comme diraient mes collègues canadiens, dans le sens où elle redonne la parole à la personne vulnérable ou aux personnes désignées pour la représenter, ceci afin de rééquilibrer les pouvoirs lorsque ceux-ci sont déséquilibrés. Ce qui signifie donc pour le médiateur être vigilant à toute forme de pression, de domination ou de manipulation, qu'elle soit psychologique, sociale ou économique, afin de protéger la personne vulnérable en rappelant les règles de la médiation qui ont été élaborées ensemble, être également vigilant à ce que la personne vulnérable fasse ses propres choix, c'est-à-dire ce qui est bon pour elle et non pour les autres, être également vigilant à ce que la personne vulnérable ait compris les règles de la médiation, que son consentement évidemment soit libre et éclairé, être également vigilant à ce qui concerne le médiateur de ses propres limites, notamment en cas de violence lorsqu'il n'est pas formé à pouvoir accueillir cette dernière. Être vigilant
éventuellement, et en tout cas à sa posture et à ses propres biais cognitifs, et savoir arrêter la médiation si nécessaire ou la continuer. Alors à ce sujet, je vais donc vous exposer une situation où la vigilance éthique a guidé ma manière de penser et de décider de la suite à donner à une médiation. Alors j'ai reçu il y a quelques années, en entretien de séance de médiation familiale, une famille dont la mère était atteinte d'une maladie d'Alzheimer qui était assez prononcée. C'est la fille de cette mère qui a fait la démarche de médiation parce qu'elle avait remarqué des ecchymoses, c'est-à-dire des bleus sur le corps de sa mère. Son père lui avait expliqué que sa mère était tombée, qu'elle chutait fréquemment, et en même temps, la fille, elle voyait très bien que son père était énervé, qu'il était nerveux, qu'il était agressif, et qu'il y avait autre chose. Donc elle s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Son père, il se justifiait en disant, c'est très difficile de surveiller ta mère, la charge de travail, elle est énorme pour moi, tu te rends pas compte, etc. Alors, cette médiation, en l'occurrence, j'ai continué à la faire et donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, cette médiation a aidé en toute humilité la famille à faire le choix le plus sécure pour la personne atteinte de maladie d'Alzheimer, pour l'aidant également principal qui était épuisé et pour la fille qui habitait au loin du domicile et qui ne pouvait pas venir en aide à ses parents. La mère a intégré une unité de soins pour personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Le père va rendre régulièrement visite à son épouse les après-midi et participe également aux ateliers dans cette unité de soins. Quant à la fille de ce couple, elle entretient des relations apaisées avec ses deux parents malgré la maladie de sa mère. Alors, ce qui est très important en médiation, c'est qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le père a pu formuler en médiation que par épuisement, il frappait son épouse et que grâce à sa fille, il avait compris qu'il pouvait demander de l'aide là où il pensait que c'était de son devoir à lui de veiller sur son épouse. Donc, on constate comment la morale, elle arrive à Ouais. libérer certaines choses. Nancy, oui. Oui, en effet, l'exemple de Daniel nous fait réfléchir aux règles déontologiques, comment travailler et aider les familles. En ce qui concerne ces règles déontologiques, je pense tout particulièrement à l'indépendance du médiateur. Il est important de maintenir son indépendance en tant que médiateur familial, notamment par rapport aux politiques sociales. C'est au médiateur familial qui accompagne la famille, quelle que soit la demande de la famille. C'est la vulnérabilité qui fait partie de la médiation familiale, quelle que soit la demande de nouveau. Et la vulnérabilité peut inclure également les violences intrafamiliales, notamment dans les contextes de médiation aidant-aidé, par exemple, et malheureusement de la maltraitance au sein d'une famille. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Alors, oui, effectivement, Nancy, nous rencontrons indéniablement des situations familiales avec des violences intrafamiliales. Alors, l'être humain est avant tout un animal social, animal dans son ADN et social à travers sa sociabilisation. Alors, en ce qui concerne ma posture de médiateur, elle est basée sur un accueil qui est inconditionnel de la parole des participants et de la vulnérabilité. Je ne manque donc jamais d'aller à la rencontre de chaque participant, y compris d'une personne atteinte d'une démence sénile. Alors, c'est à moi de décider de la suite à donner à une médiation avec comme objectif principal que le monde s'humanise lorsqu'il devient objet de parole. Alors la situation que je viens de vous exposer précédemment en est l'exemple. J'ai pris la responsabilité, malgré l'allégation de violence de la fille, de clarifier la situation, tout d'abord au rendez-vous individuel avec chacun, puis ensemble, et d'aider les personnes à trouver des solutions qui soient mutuellement satisfaisantes, répondant à leurs besoins et tout spécialement aux besoins de la personne la plus vulnérable du système, et en l'occurrence ici, de la personne qui était atteinte de maladie d'Alzheimer. L'aidant principal était également une personne vulnérable qui a pesé dans la balance lors de la décision de continuer ou d'arrêter la médiation. Je suis donc consciente que les nouvelles directives concernant la médiation familiale ne vont pas dans ce sens-là, parce que les politiques sociales imposent aux médiateurs de travailler d'une certaine manière. Alors, je trouve que ce manque de confiance en notre métier est dommageable pour les familles qui, malgré ce qu'elles vivent de douloureux, ont besoin d'un espace qui est sécure pour
aborder des sujets difficiles et complexes lorsqu'elle le souhaite. Après tout, il en va de notre indépendance, de l'indépendance de notre métier et de notre posture de tiers. Donc, Nancy, tu m'as tendu la perche et je t'ai répondu sincèrement par rapport à ce que je pense. Donc, je ne demande à personne de partager mon point de vue, j'aimerais juste le dire. Le plus important pour moi est que chaque médiateur puisse être en phase avec ses propres valeurs éthiques et le cadre déontologique de la médiation. Donc, avant que je ne m'emballe sur ce sujet, parce qu'il est très épineux pour moi, Nancy, peux-tu nous parler de l'impartialité et des autres règles de la médiation familiale? Oui, bien sûr, Daniel. Je pense que l'impartialité se travaille et, euh, et nous, par rapport à nos propres résonances, je pense que nous sommes tous multipartials et nous tendons vers l'impartialité, car nous sommes humains et nous avons aussi nos propres résonances. Le médiateur va travailler ses propres vulnérabilités pour mieux accueillir ces situations familiales. Potentiellement, il pourrait y avoir un accompagnant, un mandataire judiciaire, un autre tiers dans la médiation. Et cette présence pourrait influencer la perception de l'impartialité du médiateur et qui nécessiterait peut-être une clarification du rôle de chacun dans le processus. Aussi, il pourrait y avoir des gestes et des crises soudaines, par exemple par rapport au fait d'avoir des troubles psychiatriques sévères, qui pourraient requérir que le médiateur préserve l'espace sécurisant tout en maintenant son impartialité. Mais il y a aussi d'autres concepts. Nous tendons aussi vers la neutralité. Ce n'est pas avoir de projet pour les participants, mais aussi de les accueillir dans un espace neutre. Il y a aussi la règle de la confidentialité. Il faut surtout garantir la confidentialité, notamment quand il y a des parties tiers qui participent aussi au processus. Tous ces aspects sont à travailler en amont et tout au long du processus. Avec l'exemple de Daniel, nous illustrons que chaque situation familiale a ses spécificités et donc influence le contexte de la médiation familiale. Et c'est au médiateur d'évaluer la faisabilité de la médiation, tout en tenant compte de son cadre, mais aussi en tenant compte de la vulnérabilité de tous les participants, mais aussi de ses propres capacités à intervenir dans ce contexte, à vérifier que le consentement des participants est libre et éclairé tout au long du processus et de tous les participants. Le médiateur va adapter le cadre et sa posture à la vulnérabilité afin de rééquilibrer les pouvoirs, par exemple avec le rythme, le temps, le langage, les supports, et il sera inclusif. C'est au médiateur de créer un équilibre où il pourrait y avoir un déséquilibre du fait d'une vulnérabilité. Donner la parole même si la personne vulnérable est par exemple sous protection juridique. Aussi, orientera les participants vers d'autres professionnels et parfois il faudra suspendre la médiation si les conditions de sécurité ne sont plus réunies. Ceci afin de favoriser l'expression des besoins de chaque participant et notamment ceux de la personne vulnérable. Et aussi, on est là pour encourager des solutions adaptées à la situation en tenant compte du handicap ou de la dépendance dans un esprit d'autonomie et de choix libre des participants. Nous avons vu dans un premier temps la définition que nous pouvions vous proposer de la vulnérabilité, et puis nous avons regardé comment le médiateur familial va appréhender la modification et l'insertion de la question de la vulnérabilité dans sa pratique, dans sa déontologie. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment est-ce que le médiateur familial va mettre en place son cadre, comment est-ce qu'il va transposer les besoins liés à la vulnérabilité dans son cadre de médiation pour répondre aux demandes des familles. Je vous rappelle simplement que la notion du cadre, et je vous renverrai au livre de Claire Denis sur la médiatrice dans le conflit, qui nous montre que la question du cadre, le cadre est tout simplement extrêmement flexible.
il est contenant et sécurisant pour les familles et il prend la forme des besoins de chaque famille. Et dans cette singularité, ce qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que le médiateur va transposer, adapter ce nouveau contexte, ce contexte différent, cette question de la vulnérabilité dans sa pratique quotidienne. Alors peut-être dans un premier temps, Daniel pourrait expliquer, pour nous éclairer à partir de ta pratique, comment toi tu as intégré cette question de la vulnérabilité qui est importante dans ton expérience professionnelle. Et puis nous verrons après ensemble, on vient aussi de voir cet élément qui est un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on dit que la médiation accueille des personnes qui ont la capacité à l'altérité, à prendre des décisions par elles-mêmes. Et lorsque j'ai rencontré ces formes de médiation avec les médiateurs que j'ai accompagnés, une des premières questions qui m'a traversée, c'est comment peut-on à la fois respecter la dignité de la personne, y compris quand elle est en perte de ses facultés cognitives, et comment est-ce qu'elle peut prendre part à l'élaboration de décisions qui la concernent. Et l'exemple que tu as donné montre combien, par l'éclairage du médiateur, l'accompagnement du médiateur, qui n'a pas de la décision et qui ne répare pas l'histoire des familles, il va pouvoir être possible de prendre en compte la réalité. Et maintenant, ben, on va regarder concrètement dans ce cadre-là, ouvrons la porte de nos espaces de médiation, même s'ils sont confidentiels, pour voir comment nous faisons avec nous, médiateurs, avec cette question de la vulnérabilité. Ok, en tout cas, merci Jocelyne pour cette introduction qui est très intéressante. Donc, moi, je vais vous faire un tout petit rappel par rapport au cadre de la médiation familiale. Donc, celui-ci, il est omniprésent du début de la médiation jusqu'à la fin des séances de médiation. Il pose les limites et les règles de la médiation afin de garantir un espace tiers, sécure, équitable et confidentiel pour dialoguer, et ce, malgré le déséquilibre que peut induire la vulnérabilité. Alors, quant au processus, il va donc désigner les étapes de travail, de l'accueil à la clarification de la ou des demandes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, de l'expression des points de vue qui sont évidemment chargés d'émotions, à l'identification des intérêts et des besoins qui en découlent, à la recherche de solutions afin de préserver toujours la dignité, les droits et libertés des personnes vulnérables. Alors, afin d'éclairer mes propos, je vais donc vous présenter 2 ou 3 exemples, situations, si nous en avons le temps, et la manière dont je vais travailler ces situations. Donc, je vais prendre la situation de la famille Varga. Alors, Madame Varga est une femme âgée de 80 ans. Elle m'appelle sur mon portable parce qu'elle souhaite mettre en place une médiation familiale avec ses 2 enfants. Elle est domiciliée en maison de retraite et souhaite changer de région pour rejoindre la ville où elle a vécu toute son enfance et une grande partie de sa vie et où elle a préservé de nombreux amis. Elle dit avoir été, entre guillemets, placée en résidence pour personnes âgées contre son gré à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle voit très peu ses 2 enfants et dit qu'il s'oppose formellement à son changement de résidence et de région. Je vais donc rendre visite à Madame Varga en maison de retraite. Elle m'explique sa situation actuelle et formule une demande claire de médiation familiale. Quant à moi, je vais donc évidemment lui expliquer les règles déontologiques de la médiation. Je vais vérifier avec elle si son consentement est libre et éclairé, s'il a exactement compris de quoi il en retournait. Mais je remarque également qu'elle est très émotive, qu'elle est un peu confuse et qu'elle pleure très fréquemment. Elle me parle de son AVC, des conséquences de celui-ci sur sa vie de tous les jours et notamment de sa dépression. Donc une relation de confiance va s'installer tout doucement et je demande à ce moment-là à Madame Varga la permission d'appeler son médecin traitant au sujet de sa santé. Elle n'y voit aucune objection. Je lui demande également si elle est sous protection juridique, ce qui n'est pas le cas de Madame Varga. Puis nous abordons différentes questions autour du cadre de la médiation. Je vais lui expliquer les règles intemporelles de la médiation, comme la confidentialité, etc., celles que vous connaissez, et celles qui sont à négocier ensemble. C'est comme ça que je travaille. Donc, notamment, qui devrait, d'après elle, assister à la médiation familiale, où devrait se dérouler la médiation familiale, combien de temps devraient durer les séances, c'est-à-dire ce qu'elle pourrait supporter, également qui devrait régler la médiation familiale, etc.
Donc, j'ai pris l'habitude de poser ces questions lors de l'entretien individuel à chaque participant, puis de les reprendre collégialement lors de la première séance afin de rendre les personnes actrices du processus et du cadre de médiation. Donc, Madame Varga me dit, elle me dit qu'elle souhaite que participent à cette médiation ses 2 enfants, son ancien jardinier qui lui fait les courses régulièrement, ainsi que l'ami de feu son mari en qui elle a entière confiance. Alors je vais donc contacter ces 2 enfants qui ne sont pas du tout intéressés par la demande de médiation. Leur nom est formel et vraiment sans aucun recours. De fait, vont participer à cette médiation Madame Varga, son jardinier et l'ami de feu son mari. 2 chaises vides vont représenter les enfants. Le processus de médiation, eu égard à la dignité de Madame Varga, à ses droits et libertés, lui a permis d'intégrer la résidence pour personnes âgées de son choix. Son jardinier a fait le déménagement, l'ami de la famille s'est occupé du côté administratif, le médecin des transmissions médicales et moi de l'information des décisions prises à ses enfants. Alors aujourd'hui, Madame Varga, elle revoit régulièrement ses enfants et petits-enfants dans la résidence de son choix et elle a désigné une personne de confiance pour l'accompagner dans ses vieux jours. Donc ça, c'est la première situation. Donc la deuxième situation que je vais vous exposer, c'est celle de la famille Ney. Alors la fille de Madame Ney m'appelle effondrée parce qu'elle vient d'apprendre par sa mère en phase terminale de cancer qu'elle a décidé de mourir à la maison. Donc c'est grâce au médecin de famille que la fille de Madame Ney me téléphone et me dit qu'elle aimerait donc me contacte pour organiser, dit-elle, je ne sais quoi. Elle était totalement perdue, cette femme. À la suite de cet appel, je la rencontre dans mon cabinet de médiation. Elle est terrorisée. Je l'aide donc à respirer avec cette part d'elle qui perd surface à l'idée que sa mère va mourir et que c'est à elle et à son frère de l'accompagner. Nous posons les choses calmement, sans pression et avec un regard ouvert et élargi sur la situation. Je lui explique qu'il est tout à fait normal qu'elle soit terrorisée. Je l'aide donc à entrevoir d'autres perspectives et la rassure sur le cadre et le processus de médiation en lui expliquant comment la médiation fonctionne dans ce contexte bien précis. Qu'elle est en droit également de refuser la médiation ou d'arrêter de participer en cours de chemin. Nous discutons des règles déontologiques ainsi que des questions posées précédemment, à savoir toujours les mêmes. Qui devrait participer à la médiation d'après elle, où devraient se dérouler les entretiens, combien de temps elle pourrait supporter ces entretiens-là, ainsi que du déroulement des séances, etc., et puis du règlement. Alors, l'idée étant d'aider la fille de Madame Ney à se projeter et de la rendre actrice du cadre et du processus de médiation par la suite. Je prends donc toujours en compte l'avis de tous les participants en ce qui concerne la mise en place du cadre de la médiation. Puis je rencontre en rendez-vous individuel Madame Ney à son domicile. Alors elle est tout à fait consciente de ce qu'elle demande à ses enfants et son souhait est vraiment d'organiser les derniers jours de sa vie dans sa maison. Je lui explique en quoi consiste la médiation et lui pose exactement les mêmes questions qu'à sa fille. Puis je rencontre le fils de Madame Ney, toujours avec le même questionnement. Le travail donc de maillage entre les enfants et Madame Ney, la famille proche, les amis, les professionnels du soin ponctuellement présents se réalise en séance plénière de médiation au chevet de Madame Ney. De fil en aiguille, la médiation se fait en laissant chaque participant libre de choisir ce qui est bon pour lui et en veillant à ce que Madame Ney puisse être accompagnée et entourée jusqu'à son dernier souffle. Alors, cette médiation a aidé chaque participant à prendre sa place auprès de Madame Ney en fonction de ses possibilités et de ses besoins, ainsi qu'à changer le regard sur la fin de vie. Elle a aidé les enfants de Madame Ney, entourés de l'équipe médicale et de certains amis, à accompagner paisiblement et de façon sécure leur mère jusqu'à son dernier souffle. Elle a également réalisé le souhait de Madame Ney en recréant du lien là où la solitude et la peur isolaient chacun. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en fin de vie, c'est cette peur de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir agir. Alors le plus important,
dans toutes ces médiations et de redonner la place à ou aux personnes vulnérables et d'être dans l'accueil et l'écoute active et inconditionnelle de chaque participant. Alors, je vais vous présenter une troisième situation. Donc, c'est celle de la famille Paul. Alors, Monsieur Paul, il a 90 ans, il est père de 6 enfants. Depuis le décès de son épouse, il vit seul dans sa grande propriété. Ses enfants s'inquiètent pour lui parce qu'il chute fréquemment et commence à perdre la mémoire également. Donc, c'est Agnès, une de ses filles, qui m'appelle pour envisager une médiation familiale. Elle en parle par la suite à sa fratrie ainsi qu'à son père et ils acquiescent tous au fait qu'ils souhaitent effectivement pouvoir venir discuter dans un espace tiers. Donc, je vais recevoir en rendez-vous individuel chaque membre de la famille et je vais me rendre au domicile de Monsieur Paul qui ne peut pas se déplacer. Après ces premiers entretiens individuels, je me retrouve donc avec 6 enfants qui ont des avis différents face au vieillissement de leur père. Celui-ci souhaite rester chez lui à domicile. Quant aux enfants, certains souhaiteraient que leur père puisse intégrer une résidence pour personnes âgées. La présence du père durant les séances apaise les tensions fraternelles qui sont latentes. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque extrêmement fréquemment quand la personne âgée, la personne malade ou handicapée assiste aux entretiens de médiation. Monsieur Paul est très touché lorsque ses enfants lui expliquent qu'ils s'inquiètent pour lui et qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la manière de l'entourer. Il dit, c'est à ce point-là. Il prend donc conscience que sa descendance n'est pas aussi unie que ça. Surtout qu'à la clé, il y a également une grosse succession à régler et qu'ils n'en ont jamais parlé ensemble. Donc la médiation a donc duré 8 mois, s'est déroulée en 3 étapes avec 7 séances plénières au domicile de Monsieur Paul. Ont assisté aux séances plénières donc Monsieur Paul et ses 6 enfants, ainsi que ponctuellement le notaire en visio, le commissaire-priseur sur place pour le partage des biens. La première étape est constituée de rendez-vous individuels en présentiel à mon cabinet, en visio pour un des enfants qui vivait à l'étranger et à domicile pour Monsieur Paul. Les séances plénières nous ont permis d'aborder le choix de vie de résidence de Monsieur Paul à court, moyen et long terme, ainsi que la succession. La dernière étape étant donc la formalisation des accords transmis par la famille au notaire qui a pris le relais. Alors cette médiation a donc aidé Monsieur Paul à se projeter dans ses vieux jours avec clarté, à régler la succession avec ses enfants en présence d'un tiers, ainsi qu'à libérer la parole et les tensions qui étaient existantes face à l'inconnu de chacun. Merci Daniel. Ce que je retiens de ce qui vient d'être dit, de ce qui est différent dans la manière de mettre un cadre à la médiation, c'est la première des choses qui est présente dans les médiations de vulnérabilité, que ce soit le handicap, la perte d'autonomie, le vieillissement, etc. C'est qu'on peut travailler, le médiateur peut travailler au domicile des personnes ou dans le lieu où résident les personnes. C'est une question importante pour les médiateurs parce que l'espace, on dit que la médiation, elle est spatio-temporelle et l'espace déterminé par le médiateur, souvent, son cadre, en tout cas moi je me souviens, mes fauteuils, etc., était important, il y avait un sens dans la médiation. Et là, le médiateur va devoir, pour être au plus près des besoins des personnes, va devoir se déplacer. C'est pas simple. Quand on n'est plus dans son cadre habituel, comment faisons-nous? Il y a des médiateurs qui disent, moi j'emporte un rouleau de papier pour faire un paperboard accroché au mur. D'autres disent, moi je fais très attention à ne pas m'asseoir sur le lit de la personne. Moi je vérifie que personne ne soit dans la salle et puisse écouter, y compris celle qui fait semblant de tricoter dans un coin pour conserver la confidentialité. Je crois que c'est une première des transpositions du cadre qui est différent et spécifique à ces médiations-là. Il y a d'autres formes de médiation. Je pense à la médiation binationale ou internationale, où là aussi, ce n'est pas le même cadre, et où on se déplace et on doit se déplacer. La deuxième chose qui est spécifique à cette médiation qui accompagne la vulnérabilité, c'est le fait que l'on puisse faire médiation, même si toutes les personnes concernées initialement ou désignées comme étant concernées, tous les enfants de la fratrie par exemple, n'acceptent pas de participer à la médiation.
alors la médiation, et ça c'est tout à fait spécifique aux médiations autour de la vulnérabilité, alors la médiation peut se réaliser, peut se faire avec les personnes qui en acceptent le principe et ensemble, on imagine et on travaille sur comment les décisions qui vont être élaborées vont pouvoir être transmises à ceux qui restent à l'extérieur de l'espace de médiation. Ce qui veut dire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on pourrait dire qu'il y a une médiation endogène, une médiation exogène. Chacun d'entre eux est informé des modifications et de la réorganisation autour de la personne vulnérable. Ça, c'est un deuxième point extrêmement important et qui n'est pas facile pour les médiateurs à travailler, parce qu'il y a quelques années, nous aurions dit les conditions ne sont pas réunies et Vraiment. il n'y aurait pas eu de médiation. Et là, nous ouvrons la porte et nous faisons médiation avec ceux qui peuvent. On peut aussi entendre que face à la question de la mort, face à la question du handicap, face à la question du vieillissement, certains membres de la famille ne puissent pas affronter cette question et ne puissent pas être présents. Pour autant, avec ceux qui font médiation, nous allons les associer en les informant. Je crois que c'est les deux principes importants pour nous à transmettre ce soir, c'est que nous gardons notre éthique, notre confidentialité, autant que possible l'impartialité. On sait bien que c'est compliqué cette impartialité parce qu'il y a des résonances, parce qu'il y a des projections, il y a des identifications. Et c'est pas simple, chacun de nous peut être confronté à cette question. En tout cas, on l'est tous à un moment donné. Et avec tout ça, nous construisons une médiation professionnelle, claire et efficiente. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est de voir comment avec notre compétence, parce que les médiateurs ont une vraie compétence, pas seulement dans l'art de la communication ou de la régulation du conflit, mais aussi sur l'ouverture vers demain et la construction différente d'une réorganisation familiale. Et si on prend la première définition qui a maintenant plus de 20 ans, c'est vraiment ça, la médiation familiale. Elle vise au maintien ou à la restauration du lien familial. Et c'est ce qui est fait dans ces médiations-là, ce qui nous permet de dire oui, c'est bien de la médiation. Alors peut-être au fond, on demande beaucoup, beaucoup aux médiateurs, hein. On leur demande, et c'est normal, d'ouvrir leur espace et de pouvoir proposer en fonction des besoins qui émergent dans notre société. Au départ, on faisait divorce-séparation et encore, on nous disait, et pas les enfants dans la médiation, même si on nous le dit encore un peu aujourd'hui. Et puis, on a ouvert, intergénérationnel, international, successoral, patrimonial, dans le milieu rural, qui est un milieu quand même très spécifique. Et puis aujourd'hui, on met en lumière cette question de la vulnérabilité qui touche à des tabous profonds de notre société et qui sont extrêmement importants. Alors peut-être on peut, et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions parce qu'on va pouvoir bientôt commencer à y répondre. On vous a gardé la dernière demi-heure de notre intervention pour échanger. Alors au fond, on pourrait se poser la question, beaucoup de médiateurs familiaux disent, et ceux qui sont dans les services conventionnés, c'est un peu difficile pour nous parce que chaque fois que le comité des financeurs nous sort un texte et un référentiel, on nous annonce un nouveau contexte alors que nous, on pensait le connaître déjà et on nous ajoute une formation obligatoire. Plutôt que de le voir comme ça, nous avons regardé à l'envers. Quelles sont les compétences nécessaires? Quelles sont les techniques dont j'ai besoin en tant que médiateur pour pouvoir appréhender cette question de la vulnérabilité et pouvoir l'accompagner en toute sécurité pour moi avant de mettre de la sécurité pour les personnes? Et la question qui va se poser donc maintenant, c'est faut-il une formation? Alors je sais que ça nous fait grincer des dents. On nous dit, tous les 5 ans, on nous dit retourne à l'école, refais une formation. Mais toute notre vie, c'est pas pour rien qu'on a inventé la formation tout au long de la vie, la formation continue. Toute notre vie professionnelle et notre vie tout court, nous sommes en apprentissage et rien n'est jamais acquis. Donc peut-être la question à Nancy, euh, toi qui as fait cette formation en France et qui l'a fait de l'autre côté de la Manche, est-ce qu'il faut une formation spécifique au médiateur familial? Est-ce qu'il lui faut une formation complémentaire? Et comment est-ce qu'on pourrait l'aborder? Alors, je suis tout à fait d'accord
toi dans ton analyse et je pense que la médiation avec des personnes vulnérables n'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les médiateurs. Certaines personnes seraient mal à l'aise. Et en fait, pour moi, le plus important me semble être le travail sur soi, de ses propres résonances, pour maintenir au mieux notre impartialité, multipartialité, notre indépendance, le respect de l'autonomie de chacun des participants et notre disponibilité, notre bienveillance et notre écoute active. Parce que nous devons travailler notre propre posture pour pouvoir mieux accompagner. Et je crois que c'est pas toujours évident pour tous les médiateurs d'avoir cette posture par rapport à leur propre résonance. Et puis, Jocelyne, tu as partagé avec nous dans cette préparation de ce webinaire une expression de ton superviseur qui m'avait beaucoup plu. Et c'est avant de rentrer dans la maison de l'autre, il faut essuyer ses pieds sur son propre paillasson. Pour moi, cette expression fait tout à fait sens. Il faut vraiment qu'on travaille nous-mêmes. Et là, c'est la formation française par rapport à la formation anglaise qui est vraiment très bénéfique parce qu'on a vraiment travaillé notre posture de médiateur avec les aspects de droit, de psychologie et de sociologie, qui n'est pas le cas en Angleterre pour la formation anglaise. Et puis aussi, pendant la préparation de mon diplôme, j'ai interviewé Myriam Laloua, médiatrice familiale en décembre 2024. Et c'était en début de ma carrière de médiatrice familiale française et elle m'a beaucoup fait réfléchir sur l'impact émotionnel que ces médiations en vulnérabilité pourraient avoir sur nous, le médiateur. Et donc pour moi, cet impact est très important et donc il est important d'envisager pas seulement de l'analyse de la pratique, mais une supervision complémentaire. Et je pense que Daniel, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Nancy, tu as raison, la supervision, elle est vraiment essentielle parce que pour être disponible aux autres, il faut tout d'abord être disponible à soi. Et ça, c'est tout un module qui manque dans toutes les formations de médiation, à moins que je m'abuse, hein, mais en tout cas, elle a manqué dans la mienne et quand je vois les médiateurs, elle leur manque aussi. Donc, le plus important, c'est de comprendre ce fonctionnement interne, avoir à l'œil ses émotions et qui sont liées à sa propre histoire. Alors, plus on aura donc effectué un travail sur son histoire familiale, plus on aura la capacité à prendre de la distance et à gérer les transferts et les contre-transferts qui nous agissent en médiation à notre insu. Alors, l'analyse de la pratique, évidemment, elle est importante, mais la supervision, elle est vraiment vitale. Et quand je dis vitale, c'est vraiment vital parce qu'elle permet aux médiateurs de survivre, parce que c'est pas facile d'être au milieu du conflit. Euh, et parfois, à certains moments, on est vraiment épuisé. Alors, en tout cas, c'est vraiment nécessaire dans le champ de la vulnérabilité. Elle devrait, à mon avis, être obligatoire et devrait être payée par l'employeur dans les services conventionnés. Tout simplement parce que je trouve que le médiateur donne énormément de sa propre personne, donc c'est vraiment un juste dû. Alors, et autrement, de manière assez générale, et donc au regard également des autres pays, lorsqu'un médiateur familial travaille dans le domaine de la vulnérabilité, une spécialisation est donc de normes. Et notamment parce que les médiateurs vont donc travailler de manière inclusive, il va y avoir énormément de personnes qui vont participer ponctuellement, souvent à la médiation, c'est-à-dire des directeurs d'EHPAD, tout le personnel paramédical, les psychologues, le corps médical, les mandataires judiciaires, etc., le notaire dont on a parlé, qui vont être là ponctuellement. Également, ces situations peuvent présenter des violences intrafamiliales. Donc ça, c'est très important d'être formé. Il y a aussi des déséquilibres de pouvoir et puis il y a tout le pan de la protection judiciaire des personnes qui est également là. Et donc en France, le volume horaire de ces formations est de 28 heures. Volontairement, on ne va pas dire quels sont les centres de formation, comme ça vous chercherez vous-même. Donc du coup, et c'est ça qui est également important. Et ce qu'on note également, c'est que le développement de ces médiations est extrêmement fréquent. Moi, j'en fais depuis 20 ans. Depuis que je suis médiatrice, j'ai toujours eu un dossier qui était là, parfois plusieurs.
Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'une jeune fille qui m'a appelée et qui m'a dit en quoi est-ce que la médiation pourrait m'aider, parce que je suis vraiment en grand désarroi. Ma grand-mère a été placée, toujours entre guillemets placée, en maison de retraite contre le gré de mon père, mais c'est ma tante qui l'a inscrite. Ma grand-mère était d'accord, mais elle savait pas du tout de quoi il en retournait. Et donc, je lui ai expliqué. Et il y a un autre point que j'aimerais également aborder, c'est ce que je constate également, c'est qu'il y a une augmentation des demandes de médiation qui, du coup, ne sont pas des demandes de médiation aidant aider, sémantiquement parlant, mais des demandes qui émanent de fratries n'ayant plus accès à leurs parents âgés vulnérables suite à une rupture de lien. Donc, ce qui me fait dire que la terminologie médiation aidant aider devrait être plus inclusive puisqu'il s'agit avant tout de médiation pour anticiper et accompagner la perte d'autonomie qui est liée à la vulnérabilité. C'est bien la vulnérabilité d'une personne dépendante, âgée, malade ou handicapée qui va entraîner la vulnérabilité de tout un système familial d'aidants ou de personnes qui sont exclues de l'aide. Alors, mon raisonnement, donc là, il est purement systémique, hein. Je vous le livre tel qu'il est. Euh, à vous d'en faire quelque chose. Merci. Et on arrive maintenant on voudrait conclure. Il y a des questions qui arrivent et peut-être quand même, on avait dit qu'on les prendrait à la fin, mais celle-ci, elle touche tellement à ce qu'on vient de dire que je crois que c'est important de la prendre. C'est une réflexion et pas tellement une question. euh, la médiatrice qui la pose, ou le médiateur, je ne sais pas de qui il s'agit, nous dit c'est une médiation qui renvoie à notre propre vieillissement, à notre fin de vie, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Non. Bien évidemment, et je ne voudrais pas tout déflorer des propos, mais il y a eu une grande journée en octobre organisée par l'UNAF sur la médiation justement aidant-aider. Et ma collègue dont a parlé là tout à l'heure, Nancy, Myriam Laloy, a témoigné, elle était médiatrice en fin de carrière, et elle a témoigné de l'impact de cette médiation sur les vulnérabilités, sur sa propre trajectoire. Et elle nous dit, elle nous livre, et la personne qui nous pose cette question a tout à fait raison, elle dit, ça m'a renvoyé au fait que la question de ma propre mort était là devant moi. Et plutôt, elle dit, après avoir eu un moment d'étonnement, peut-être pour certains d'entre nous de peur, peut-être de repli, ça dépend comment nous réagissons, elle dit, j'ai organisé la suite de mon histoire et de ma vie dans ma relation avec mes enfants. J'ai organisé le quand je ne serai plus là et comment les choses vont se passer. Et notre collègue qui pose cette question a tout à fait raison. Cette médiation, comme tous les contextes d'application de la médiation, nous ne pouvons pas faire tous les contextes d'application. Je n'y crois pas, parce qu'il y a des résonances qui sont là présentes, et cette question de la vulnérabilité, toutes nos formes de médiation touchent à la question de la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, d'une réorganisation. Ça touche à la question de la perte. Et celle-ci, elle est d'autant plus visible qu'on est sur le handicap. Et en France, nous devons avoir un intérêt tout particulier sur la question du handicap. Trop de parents d'enfants handicapés se retrouvent sur le bas-côté à poser des questions, à pas savoir où ils en sont. Je pense à tous ces parents d'enfants autistes qui s'interrogent, qui ne trouvent pas les établissements et il y a vraiment besoin d'un accompagnement parce qu'ils sont dans cette détresse relationnelle. Et donc, certains d'entre nous pourront faire ces médiations. D'autres feront d'autres formes de médiation. On a rendu obligatoire pratiquement la médiation parent-adolescent. Moi, j'entends des médiateurs que je forme, les mêmes questions. Les résonances sont là. Et j'ai envie d'être collée aux propos de l'adolescent, où je le déteste. Cette question pose les fondamentaux de cette médiation sur les vulnérabilités. Avant tout, prenons soin de nous. Regardons quelles sont nos propres limites. On ne peut pas définir la médiation par le négatif en posant des limites de la médiation. Osons dire nos propres limites. Osons être accompagnés pour être en sécurité et parfois dire je ne peux pas accompagner ces personnes-là ou cette problématique. Et c'est très juste. Et je crois que c'est ça qui fait notre liberté dans la médiation. C'est cette possibilité. Nous ne savons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout faire et nous devons pouvoir le reconnaître. C'est
peut-être une des conclusions qu'on pourrait apporter ce soir, c'est au fond euh, ce contexte de la médiation est venu, ça fait 40 ans que la médiation familiale est en pratique, est venu mettre en lumière à nouveau le, la quintessence de la médiation familiale, son ouverture, son accompagnement et le service que nous rendons aux familles, mais aussi le service que nous nous rendons et aux professionnels. C'est très rare ces médiations où assistent des représentants du corps médical, des notaires, etc. On l'a un peu fait dans les autres médiations, mais dans celle-ci, ça va être nécessaire. Et je ne parle pas des médiations qui peuvent se faire entre des personnels soignants et la famille d'un des résidents, etc. Parce que c'est pas simple que d'accepter de voir son parent, son enfant, son frère, sa sœur confié à une institution. C'est aussi le constat de j'ai pas été capable de faire, je n'ai pas pu faire. Et ça va amener des rancœurs et des frustrations qui amènent des positions extrêmement figées. Donc toutes ces formes de personnes qui entrent dans nos médiations, nous n'étions pas habitués. Et on s'interroge, est-ce que je suis encore dans la confidentialité? L'autre a peut-être une profession réglementée et donc il est soumis au secret professionnel, mais moi, et qu'est-ce que je fais de tous ces gens qui m'écoutent et qui me regardent? Faisons des alliés de la transdisciplinarité. Appuyons-nous sur la compétence de chacun pour être au plus près des besoins des familles. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous retenons. La médiation familiale, il y a très longtemps, Jean-François Six disait, c'est un des précurseurs de la médiation tout court, Jean-François Six disait, l'une des compétences du médiateur doit avant tout être l'humilité. Mais je crois que c'est la réalité. Alors peut-être je vais laisser quelques temps à Daniel et à Nancy pour pouvoir conclure avant qu'on puisse répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à les poser. On nous les fait parvenir. Vous voyez que j'ai les yeux qui se baissent de temps en temps. C'est parce que les questions arrivent sur mon téléphone pour que je puisse les poser à Daniel et à Nancy. Daniel, Nancy ou Daniel pour Nancy, je te laisse aller. Je te laisse. Nancy? Daniel. Merci Jocelyne, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pour moi aussi, je suis convaincue que la médiation familiale pourrait être sollicitée comme un mode d'accompagnement préventif. Pas besoin qu'il y ait déjà des conflits. Et cela dans le préventif, notamment dans le cadre de la vulnérabilité. Je pense à l'exemple des parents âgés qui consultent leur notaire afin de préparer leur testament ou leur volonté en fin de vie. Si le notaire est vraiment à l'écoute de potentielles tensions qui pourraient devenir des conflits familiaux, il serait envisageable que celui-ci propose que la famille rentre en médiation afin de discuter d'une mise en place d'un accompagnement approprié en vue de la situation familiale qui est unique et qui reflètera les besoins de chaque famille. De même, il pourrait être envisagé qu'un gériatre propose une médiation familiale en vue de la détérioration cognitive d'un de ses patients. J'ai interviewé pour mon mémoire 2 gériatres. Ils étaient tout à fait d'accord de proposer la médiation familiale. Et toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais juste dire une chose à tous les médiateurs qui sont ici présents et qui souhaitent travailler dans ce champ-là, parce qu'ils ont fait une supervision, parce qu'ils ont de la curiosité, c'est-à-dire vraiment, soyez curieux, formez-vous plus, faites des supervisions plus, parce que c'est tellement riche pour élaborer, questionner, prendre conscience de vos transferts, de vos contre-transferts. Et j'aimerais encore dire autre chose. Arrêtez de croire que la violence est un obstacle à la médiation, parce que l'être humain est de nature violente. C'est un animal social dans son ADN. Et c'est à vous d'apporter la sécurité nécessaire pour qu'un changement puisse s'opérer dans le système lorsque les personnes concernées sont consentantes. Et là, je dis lorsque les personnes concernées sont consentantes. Alors, par exemple, en utilisant, même dans d'autres médiations, les médiations navettes, et Jocelyne, elle pourrait vous en parler longuement. Alors, on devient de toute façon forgeron en forgeant. Alors, les familles, elles ont besoin d'un espace commun pour sortir des histoires et dynamiques relationnelles que chacun se raconte, pour élaborer le puzzle familial et donner un passé pensé et optionnel à chacun. Et ça, c'est vraiment la force de la médiation. Alors, la médiation dans le champ de la vulnérabilité, évidemment, n'est pas la panacée à tous les maux,
mais elle va accompagner les familles dans les transitions de vie qui sont extrêmement complexes et elle va redonner la parole et le droit de décider aux personnes vulnérables eu égard à leur dignité ainsi qu'à tous les participants. Et voilà, j'aimerais conclure sur ça en tout cas. Un grand merci à vous deux. Et Merci. on va passer à la partie des questions que nous transmettent nos participants. C'est un peu frustrant pour nous parce qu'on ne vous voit pas. On vous imagine, mais on ne vous voit Oui, pas. c'est vrai. Souvent, je demande aux gens comment vous lisez, parce que moi, je lis en 3D. C'est-à-dire, quand je lis, je vois, j'entends, et je déteste après aller voir les films qui sortent des livres parce que les personnages ne sont pas les mêmes que dans mon imaginaire. Alors, deux questions qui nous sont déjà transmises. Lorsqu'il y a beaucoup de participants, c'est peut-être pour toi, Daniel, dans ces médiations, éducateurs, médecins, personnel de l'EHPAD, fratrie, qui paye la médiation, surtout quand elle dure 8 mois. Donc, Bon, peut-être que c'est-à-dire, déjà, elle dure 8 mois, mais c'est pas 8 mois qu'elle dure, donc les gens payent pas 8 mois, donc c'est juste une petite plaisanterie pour descendre la vapeur. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'en réalité, je vois ça avec la famille en général. Et donc, je regarde avec la famille très fréquemment quand il s'agit d'une grosse succession ou autre chose. Ben, c'est très fréquemment la personne âgée qui dit c'est moi qui l'ai payé. Mais autrement, il m'arrive également d'avoir des médiations où c'est les enfants qui payent, les petits-enfants qui payent. Quand ils assistent, chacun paye quelque chose et au final, les gens, ils payent 20 à 30 euros. Chacun paye 20 à 30 euros. C'est pas le bout du monde, je veux dire, ces médiations-là, mais on se met d'accord parce que c'est déjà une première négociation. Mais moi, j'aime bien que chacun amène quelque chose. Vous voyez, parce que je trouve que c'est extrêmement important. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je peux juste vous dire une chose, j'ai jamais eu d'obstacle par rapport à ça. ouais. Toi, Nancy? Oui, ça se nomme, en fait, ça se discute, ça fait partie de, du travail en amont. En général, moi, je pose la question en entretien individuel et puis après, c'est quelque chose qu'on discute tout de suite. En Angleterre, on fait les choses différemment qu'en France, donc c'est encore autre chose, mais ça n'a jamais empêché qu'une médiation se mette en place. Tu peux nous dire comment vous faites en Angleterre? En Angleterre, c'est en général équitable et c'est pas selon les revenus. C'est un prix fixe que le médiateur nomme et selon, ça se discute avant si c'est partagé ou si quelqu'un prend en charge. Mais comme Daniel, je préfère qu'il y ait une participation, même si elle est différente, déséquilibrée, mais qu'il y ait une participation financière. Alors, en France, je vais remettre un- une vieille casquette du Conseil national de la médiation familiale. Nous avons souhaité que chacun puisse participer en fonction de ses revenus. Et on l'a longuement travaillé dans ce Conseil national sur la question de l'autonomie, de la liberté de la personne. C'est pour ça qu'il y a un panel qui va de 2 euros jusqu'à 131 euros. Bien évidemment, ces services conventionnés, heureusement, déjà le médiateur n'est pas payé 2 euros puisqu'il y a une prestation de service, Oui, et il y a l'obligation d'une participation. Alors à la question qui paye, chaque personne qui est présente dans la médiation va devoir payer en fonction de sa quotité. Et puis il y a des variables. Par exemple, en analyse de pratique, il m'est arrivé 2 ou 3 fois des médiateurs faisant une médiation avec à la demande de l'EHPAD, avec le personnel ou d'un hôpital, d'un IME, etc., à la demande du personnel, avec une famille d'une personne accueillie. Là, c'est l'institution qui a payé sa oui, quote-part, qui est beaucoup plus importante que celle de la personne seule et qui ne rentre pas pour les services conventionnés dans le quota des médiations qui sont comptabilisées. Elles sont oui, hors quota parce qu'on ne peut pas demander à une institution de donner 2 euros ou 3 euros. Ça oui, semblerait un peu pas très correct, en tout cas pas très équilibré. Mais chacun paye et moi j'y tiens et je n'aime pas quand les gens ou quand des médiateurs me disent mais monsieur est d'accord pour payer pour madame, derrière ou madame est d'accord pour payer pour monsieur ou le fils aîné va payer pour tout le monde. Derrière ça, il y a du sens. L'argent a un sens ah et la oui, relation à l'argent a un sens. Et donc moi j'ai besoin de comprendre comment les choses se font et ça me donne déjà des indications sur
comment va se poser la question de la régulation sur l'argent. Oui. Voilà, Et c'était la première. Jocelyne, oui, Oui. j'aimerais juste rajouter quelque chose dans les médiations, médiation partage avec Eméis. C'est également Eméis qui paie, mais ça n'empêche absolument pas la famille également de pouvoir participer. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. Une nouvelle question, euh, c'est une troisième question qui est, vous avez ouvert le séminaire en ouvrant sur l'idée que la vulnérabilité ne sont pas que des situations en perte d'autonomie ou de fin de vie. Est-ce que ces situations où l'un des parents est présent, présente une addiction, peut-on considérer également que ce sont des situations de vulnérabilité? Est-ce que Oui. l'addiction rentre dans la vulnérabilité? Oui, bah, j'espère, je vais peut-être prendre la parole, mais c'est effectivement, c'est une vulnérabilité parce qu'elle vient changer la donne familiale et ça crée un vrai problème puisqu'il y a des choses qui vont se passer dans la famille et qui sont hors contrôle parce que faut juste se dire une chose, c'est que quand une personne est alcoolique, c'est une part d'elle qui est alcoolique, c'est pas toute la personne qui est alcoolique. Et cette part-là, elle a besoin de soins parce que l'alcoolisme, c'est une maladie, d'accord? Par contre, l'alcoolisme a une répercussion sur la famille, donc c'est forcément une vulnérabilité parce que ça va créer des attitudes défensives chez beaucoup de membres de la famille et notamment chez les enfants. D'accord? Qui vont peut-être tellement se tenir à carreau, ne plus bouger, être figés ou autre chose. Donc ça a des répercussions et effectivement, c'est une vulnérabilité. Nancy, tu veux rajouter quelque chose sur cette question? Genre d'addiction. Oui, Et donc, du moment qu'il y a une addiction, ça crée un déséquilibre. Et oui, donc, il y a un effet domino sur l'équilibre du cadre. Et comment gérer ça? C'est encore une fois rééquilibrer le déséquilibre. Donc, l'addiction, ça fait partie de la vulnérabilité. L'addiction fait partie, c'est une vulnérabilité. Pour moi, comme je rejoins Daniel, c'est une maladie de la relation, une difficulté de la relation, une merci. difficulté, un obstacle à la relation. Pour autant, moi, je suis très vigilante avec la question des addictions parce que je dois vérifier que je ne mette pas la personne concernée par l'addiction en plus grande difficulté. Oui, Dans l'addiction, je pense à des personnes que j'ai reçues qui étaient sur des addictions de produits chimiques Mm. et qui, avant de rentrer dans le bureau de médiation, faisaient un détour par les toilettes et je savais très bien ce qui allait se passer. mhm. Le- Ça, la c'est sûr. difficulté, c'est que dans l'addiction, il y a une perte de contrôle avec la réalité. La réalité est tellement insupportable qu'à un moment donné, par l'addiction, on est ailleurs, on a l'impression d'un mieux-être, mais c'est pire quand on redescend. Donc Mhm. je suis très vigilante sur est-ce que c'est bien le moment pour cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour le reste de la famille? Vers qui je peux les adresser? Je crois qu'il faut qu'on soit aussi vigilant sur ces questions et sur nos propres limites. Oui, Mais et consentement, sur le consentement, est-ce qu'il y a vraiment consentement? Consentement, il te le donne. Il te le donne, le consentement. Mais oui, oui. Mais est-ce qu'il est réel? est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment en mesure de bien participer au processus à ce moment-là? Alors, on va passer aux autres questions parce qu'il nous Oui, reste un petit tu as quart raison, d'heure. parce que ça mérite un débat, tout ça. Mais en tout cas, la vigilance, elle est très Elle est importante, nécessaire. parce qu'il faut de la sécurité pour tout le monde. Ça sert à rien de On faire une rentre médiation. pas, on fonce pas Oui, tête baissée, on prend le temps de regarder, on prend le temps oui. de vérifier et on s'entoure de réseaux. Moi, je sais qu'avec la question de l'alcoolisme, j'ai beaucoup travaillé avec Alcooliques Anonymes, avec les groupes pour enfants de parents Ah alcooliques, oui. de conjoints, etc. Et puis avec des addictologues, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Une autre question, qu'est-ce que vous pensez de la confusion entre la médiation familiale et la thérapie psychologique? Est-ce que c'est la thérapie familiale? Est-ce que c'est la thérapie tout court? Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai une réponse, mais ce n'est que la mienne. Daniel, peut-être, toi qui es Je sais pas. thérapeute familiale, Il y a, je sais pas, dans l'exposé qu'on vous a fait aujourd'hui, vous voyez, je pense que vous avez saisi qu'en réalité, on parlait de médiation familiale, même si on a affaire à 6 personnes, à 7, à 8, et à des personnes qui viennent pour aider les personnes vulnérables. Donc pour moi, il n'y a pas de confusion parce que on part sur un cadre qui est extrêmement précis. Moi, je fais également des thérapies familiales systémiques et je travaille très différemment avec les thérapies familiales systémiques.
Euh, et donc, je pense que ce qui est important déjà dans les thérapies familiales systémiques, la famille est toujours là. Quand quelqu'un est exclu, il y a de bonnes raisons que la personne soit exclue. Mais en médiation, on peut travailler avec des personnes qui sont absentes, parce qu'on peut également comprendre que les personnes sont absentes parce qu'elles ont une bonne raison de l'être, parce que leur système nerveux ne permet plus d'intégrer cette famille. Et d'ailleurs, on peut parfois s'exclure d'une famille parce que c'est bon pour soi. Et donc, je pense que la manière de travailler est très différente parce que là, on a quand même un processus qui est bien cadré. Et en thérapie, on va travailler sur d'autres thèmes. On va travailler très différemment. Mais je ne sais pas, peut-être que tu peux compléter, Nancy, ou peut-être toi, Jocelyne, je ne sais pas. Nancy, je pense qu'on travaille sur le présent et avec un regard vers le futur. Et oui, dans le présent, on est arrivé à être dans le présent vu un passé, mais le regard vers le passé est limité pour comprendre le présent. On ne va pas chercher le pourquoi. Mhm. Donc, c'est ça la distinction. Et puis, quand j'ai fait la formation française, je me suis posé plein de fois la question quelle est la différence entre la médiation familiale et la thérapie, chose que je n'avais jamais faite avec mon approche anglaise de formation, qui est beaucoup plus sur la négociation et le compromis. Donc, c'est intéressant que ce médiateur ou médiatrice pose la question. Mais comme tu dis, Daniel, c'est très clair, notre cadre est très clair. On va pas diagnostiquer, on va pas aller on prend ce qu'on nous donne et on aide les personnes à regarder le présent vers le futur. Jocelyne? Moi, il y a très longtemps, et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai écrit une métaphore, je travaille Oui, beaucoup avec des métaphores, qui s'appelle la métaphore de la malle. oui, Et je qui connais très bien. et qui montre les trois niveaux. Et ça reprend ce que vous dites, c'est-à-dire que le travail de thérapie, on va aller regarder loin en arrière, parfois sur des générations. On va donner du sens aux symptômes par rapport à toute l'histoire et à tout ce qui s'est passé, à tout ce qu'on véhicule. Ça peut être transgénérationnel, etc. On va chercher le sens. Alors qu'en médiation familiale, on prend la demande, on regarde quels sont les besoins et on va projeter en avant sur une réorganisation. On pourra vous mettre, pour ceux qui ne l'ont pas, mais elle est connue, mais je l'aime toujours. Cette métaphore, on pourra vous la mettre sur le site du SEMA pour que vous l'ayez. Je crois elle est claire et je la partage avec beaucoup de collègues parce que ça a vraiment ce sens des trois niveaux. La médiation, qui est tout en haut de la malle, en dessous le conseil conjugal et familial, et tout en bas la thérapie. Ça n'est pas le même cadre, ça n'est pas le même métier, ça n'est pas le même objectif et ce ne sont pas les mêmes techniques. C'est vraiment différent. Mais pour autant, nous empruntons aux théories de la psychologie. Quand on est médiateur, on est traversé par ces trois champs disciplinaires que tu as énoncés. On ne se pose plus la question. Ils sont construits et maillés en même temps que nous avançons en médiation. Alors, d'autres questions. Euh, je suis avocate et pour des raisons de santé depuis 2019, je n'exerce plus. Je suis en formation pour être médiateur et je pense que je ne pourrais pas faire de médiation familiale dans le domaine de ma santé, peut-être en raison des propres difficultés de santé, mais au final, dans d'autres, je pourrais être confrontée à des médiations dans le cas de handicap ou dans le cas de... Et là, je me sens prête à les faire. Est-ce que c'est incohérent? Est-ce que c'est incohérent que je puisse dire, en gros, j'ai une telle résonance sur les questions de santé que je pense que je ne pourrais pas faire ça, mais sur la question du handicap, je me sens prête. Est-ce que vous pensez que ce soit cohérent? J'ai déjà retiré le 1 de incohérent. C'est la cohérence qu'on cherche. Non, mais moi, je sais pas, je dirais que c'est très important de travailler sur la question de la santé pour se dégager déjà des résonances, des choses qui sont là, parce que la santé, que ce soit la maladie ou le handicap, la santé, elle entraîne un handicap, hein, c'est ce que j'entends. Donc forcément, il y a quelque chose qui est proche, mais je peux qu'inviter cette personne à faire un demi-tour sur soi, à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et à dégager ce qui pourrait faire résonance. Et à ce moment-là, elle pourra travailler peut-être sur beaucoup plus et même en médiation. Mais ce qui est important, c'est déjà de questionner sa propre maladie. Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient montrer? Et puis comment ça peut rentrer en résonance quand je travaille avec une famille qui présente les mêmes problématiques.
Et en réalité, c'est notre travail de médiateur. Chaque médiateur a ce travail à faire. Donc, pour moi, c'est pas antinomique, mais il faut travailler sur soi pour dégager les choses. Ça vient toucher la question qu'on posait tout à l'heure de Mm. la nécessité d'une supervision ou pas. Euh, Oui, quel est celui d'entre nous, même si on ne peut pas vous voir, on sait que vous êtes là, mais on ne vous voit pas, qui un jour en médiation ne s'est pas demandé, en tout cas ça m'est arrivé, mais pourquoi est-ce qu'ils racontent mon histoire, ces gens-là? Or, ce n'est pas mon histoire, c'est la leur, d'accord? Mais la résonance est là. La question du transfert et contre-transfert est au travail. Pourquoi, lorsque les textes officiels sur le diplôme d'État ont été publiés, la supervision n'a pas été mise à la charge de l'employeur? Là aussi, c'était une grande discussion et avec laquelle je suis toujours d'accord, mais avec des aménagements. Nous ne voulions pas donner à l'employeur le pouvoir de contrôler l'inconscient de son salarié, ses fantasmes, ses projections, ses valeurs. Et c'est pour ça que nous avons dit que la supervision ne pouvait pas être à la charge de l'employeur. On ne pouvait pas jeter comme ça tous, les médiateurs, moi la première, au bon vouloir d'un employeur. Bien sûr que tous les employeurs ne sont pas démoniaques, et pas du tout même, mais on voulait protéger la liberté du médiateur. Aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte que dans les formations du diplôme d'État, cet élément manque. La possibilité de proposer, moi quand j'ai dirigé je n'ai pas dirigé beaucoup du DEFM de promotion, parce que comme il n'y avait pas de poste, je ne voulais pas former des gens qui n'avaient pas de travail après ces formations. En province en tout cas, hein, je ne parle pas de Paris. Et donc, dans la formation, il y avait des temps de supervision. La première formation que j'ai menée, elle était en 92 à la ville de Paris en alternance avec l'université Paris 3. Et il y avait des temps de supervision auxquels moi je ne participe évidemment pas en tant que responsable, c'était individuel et ça permettait de faire le point sur les résonances avec le médiateur. C'est un métier extraordinaire que nous faisons, mais c'est aussi un métier qui nous sollicite beaucoup, qui nous demande beaucoup. Et on doit être extrêmement vigilant. Et aujourd'hui, je dirais que je suis plus modérée sur la non prise en charge par l'employeur de la supervision et que je pense à certains services où les responsables du service ont obtenu que chaque médiateur ait à sa disposition une somme, pas oui, une enveloppe, mais une somme dans l'association, et il fait une supervision avec qui il veut, au nombre d'heures qu'il veut, oui, pour cette somme-là, avec une liberté totale. Et je trouve que c'est une très bonne avancée. Et oui, peut-être que dans la refonte du diplôme d'État, cette question se posera, mais dès la sélection, la question de pourquoi vous souhaitez venir en médiation familiale doit être posée. Voilà, on sait très bien que dans un diplôme d'État de travail social, puisque c'est le cas pour la médiation familiale, on ne peut pas rendre obligatoire le fait que les personnes aient fait un travail thérapeutique, personnel, etc., un approfondissement, mais c'est vraiment respecter les personnes que de le leur indiquer. Alors, d'autres questions? Hop. Daniel, celle-là, elle est pour toi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la thérapie et l'ICV dont Ah, tu as parlé au début? c'est pas l'ICB parce que tu l'as mal prononcé. Ah, Oui, oui, mais c'est pas grave, c'est vas-y, pas grave. vas-y. Non, c'est-à-dire que moi, je me suis formée en intelligence relationnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur le système nerveux autonome, qui sont les réactions défensives qui sont sous le seuil de la conscience. Et puis ensuite, l'IFS, c'est l'Internal Family System, c'est-à-dire que il y a la systémie extérieure, hein, celle dont on parle quand on est, par exemple, en médiation. Et il y a également la systémie intérieure, c'est toutes les parts de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons toute une famille qui vit. On peut avoir une part courageuse qui va dire, ben, je vais faire mon diplôme d'État, etc. Et puis une autre part qui dit, non, mais pourquoi tu fais ton diplôme d'État? Tu as déjà un diplôme et qu'est-ce que tu vas t'embêter? Ensuite, on peut avoir une part qui est triste, on peut avoir une part qui est gaie, etc. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a à faire sur nous et qui va se rejouer, par exemple, en médiation, quand il y a quelque chose qui va se développer en médiation, et ben, pouvoir faire un demi-tour sur soi, se rendre compte dans son corps comment il agit, parce que toutes ces parts-là, elles vont agir à travers le corps
c'est de les mettre en sécurité parce que ça vient jouer quelque chose de nous, d'une part enfant, qui s'est activé à travers les paroles de quelqu'un, c'est les résonances, si vous voulez, c'est une manière de faire un travail sur soi. Donc ça, c'est l'internal family system parce qu'effectivement, il y a une famille extérieure, c'est celle qu'on voit, c'est celle que nous avons tous, et il y a notre famille intérieure, c'est comment est-ce qu'on va se réguler pour réussir à répondre aux personnes à partir d'une part qui est safe, qui est assez sécure pour apporter la sécurité au système. Et tout ça, c'est un peu sous le seuil de la conscience, mais c'est agi à l'intérieur du corps. Donc ça, je peux regarder sur Internet, c'est Internal Family System. C'est vraiment génial. Alors, deux dernières questions, puisqu'on arrive à la fin de ce temps qui nous est imparti. Si ça vous ennuie pas, je vais répondre à la dernière. Oui, oui, vas-y. Je vous offrirai l'avant-dernière, puisqu'elle touche la question des services conventionnés et donc des dispositifs financés par les comités départementaux. La question, c'est, la personne demande, la collègue demande, alors est-ce que j'ai bien compris, s'il y a des aidants professionnels, on ne peut pas les inclure dans le nombre de médiations qui est demandé, c'est 50 médiations, c'est le, le tarif bas, 50 médiations par processus de médiation pour un exercice temps plein. Pour un médiateur à temps plein, il doit avoir réalisé 50 médiations et 360 entretiens en tout. Est-ce qu'on peut les mettre? Il faut vraiment que vous vous référiez, c'est une négociation avec votre comité départemental, puisqu'il n'y a rien d'écrit, donc vous avez cette possibilité de le négocier. Si vous faites une médiation qui est demandée par une institution, c'est l'institution qui est commanditaire. C'est ce qu'on pourrait appeler de la médiation à l'intérieur de l'institution, avec les salariés de l'institution et une personne qui représente la personne vulnérable, alors en règle générale, mais vraiment, il faut que vous le négociez avec vos CAF. Alors, on va le mettre en dehors. Ça permet aussi au service de médiation familiale, dans cette compétence, cette expertise qu'ont les médiateurs, de développer des médiations qui vont permettre une rémunération qui est différente et qui vient s'ajouter au service de médiation sans que ce soit dans le quota. Pour d'autres CAF, elles les prennent dans le quota. Donc, je vous invite à les rencontrer et à négocier avec eux et à voir comment vous faites. Dans le relevé d'activité annuel qui est en cours là en ce moment de la CNAF, on trouve pas cette catégorie entre une institution et des familles. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je peux vous en dire. Il faut toujours interroger, il faut toujours demander. C'est comme ça qu'on explore des champs nouveaux. Alors, je vous laisse à toutes les deux la dernière question. Existe-t-il pour vous des limites dans ce type de médiation avec des personnes vulnérables? Là, Ah, ça, c'est une colle, hein, la dernière. non, je ne Écoutez, crois pas que ce soit une colle. non, non, mais Nancy, tu veux peut-être répondre, mais Non, je vais te laisser le dis-moi. libre de Ouais. répondre. Les limites, je pense que ce sont les nôtres. Je Mm, pense que c'est une question d'expérience. Euh, Déontologiquement, par rapport au gériatre, il n'y aura pas de limite. C'est le respect et la dignité de la personne. Et donc, c'est aussi notre cadre. C'est à nous de décider si on peut ou mm, pas mm. euh, accueillir ces situations-là. Oui. J'en ai pas faite en pratique. Donc, pour le moment, j'en ai une peut-être bientôt en Angleterre. Mais donc, je donne la main à Daniel qui en a fait beaucoup. Bah, Nancy, je suis absolument d'accord avec toi. Les limites de la médiation, c'est d'abord les nôtres. Et tout dépend comment vous êtes à l'aise avec tout ça. C'est la même chose avec le conflit, avec la violence, avec tout plein de choses, mais toujours avec à l'arrière le garde-fou de la sécurité. Si c'est insécure pour vous, bah, donnez-les à quelqu'un d'autre. Il y a toujours une personne qui a envie de les faire. Euh, ou alors vous allez vous former pour essayer de comprendre ce qui est insécure. Mais c'est sûr que la question elle est très épineuse. Pour moi, j'ai fait des médiations avec des personnes qui avaient des maladies d'Alzheimer, accord de Lévy très prononcées, des médiations avec des personnes qui réagissaient pas.
Mais du fait que j'ai été infirmière, que j'ai travaillé dans des services extrêmement difficiles, dans des services aussi de néonatalité, avec des enfants qui avaient des maladies orphelines, avec des personnes âgées, j'étais aussi coordinatrice en maison de retraite, j'ai assisté, j'ai accompagné des personnes dans la mort. C'est des choses, je veux dire, qui ne sont plus effrayantes pour moi, parce que je suis dans cet accueil inconditionnel. Mais c'est aussi lié à mon passé, c'est aussi lié au passé que moi-même, j'ai failli mourir, donc du coup, j'ai dû faire tout un travail par rapport à ça. Donc, chaque jour que je vis en plus, c'est un jour de bonheur, parce que je me dis, ça aurait pu s'arrêter. Vous voyez, c'est-à-dire, on joue aussi avec soi. Donc, il faut vraiment, vraiment, quand vous faites des médiations et vous posez la question, est-ce que c'est OK pour moi? Si c'est pas OK pour moi, soit je me forme parce que j'ai vraiment de la curiosité, soit je dis c'est pas OK, je fais en comédiation avec quelqu'un d'autre. Parce que là, dans ce webinaire, on n'a pas parlé de la comédiation. Et c'est tout à fait évident que si vous pouvez faire des comédiations, faites-les. C'est pas toujours possible parce qu'il faut des agendas coordonnés. C'est parfois très compliqué, mais c'est vraiment, vraiment d'un grand confort et on ne peut qu'encourager les comédiations dans ce domaine-là, surtout, surtout dans les services conventionnés, parce que vous avez des collègues. C'est parfois beaucoup plus compliqué quand on est en libéral. Un grand merci à toutes les deux. Oui. Avant que nous terminions et pour conclure, ce soir, nous avons regardé ensemble ce qu'est la vulnérabilité. On voit qu'elle traverse l'ensemble, d'abord toute notre vie. Chacun d'entre nous est un être vulnérable. Et puis, elle traverse l'ensemble des médiations que nous avons déjà l'habitude de faire. Et nous avons regardé avec peut-être plus d'acuité ce soir la question de la vulnérabilité que l'on repère, c'est-à-dire le vieillissement, le handicap, etc., toutes les fonctions cognitives qui peuvent être atteintes. Et nous avons regardé comment le médiateur familial, avec sa compétence, peut transposer son cadre d'intervention à ce contexte spécifique, ce qui a été différent, ce que nous avons modifié avec, on l'a dit tout à l'heure, le fait de nous déplacer au domicile des personnes dans leur lieu de vie, le fait de faire des médiations avec ceux qui acceptent de faire la médiation. Et puis toutes ces questions qu'on se pose avec beaucoup plus d'acuité peut-être, mais on devrait se les poser tout le temps. Au fond, qu'est-ce que ça me fait à moi que de travailler avec la question de la vulnérabilité? Qu'est-ce que je peux entendre? Et puis j'aurais envie de vous dire à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir, commencez par vous protéger vous-même en voyant avec vigilance et bienveillance. On ne peut pas être bienveillant avec les autres si on ne l'est pas avec soi-même. Avec bienveillance, ce avec quoi vous pouvez travailler, ce qui est confortable pour vous et ce qui ne l'est pas. Et vous avez le droit de le nommer. Je crois que c'est ce qu'on peut dire en conclusion. Avant de remercier vraiment très chaleureusement Daniel et Nancy, je voudrais déjà vous informer que ce webinaire sera remis sur le replay du SEMA. Il est accessible à tous. Vous pouvez le diffuser. Je crois que c'était le premier que nous faisions au SEMA sur ce thème-là. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une attestation de présence, il faut qu'ils aient euh, participé à l'ensemble du webinaire. Vous écrivez au SEMA, il y a une participation financière pour l'attestation qui est de 15 euros. Mais vous, et bien entendu, vous pouvez la demander puisque le SEMA est certifié qualité Qualiopi. Notre prochain webinaire qui nous accueillera dans le cycle famille vous est proposé le 20 mai. Il touche là autre chose et la question de l'adolescence. Et de l'adolescence en rupture de relation, mais pas de lien, je vous expliquerai pourquoi, en rupture de relation avec l'un de ses deux parents consécutivement à une séparation. Pour nous apporter un éclairage différent de tout ce que nous avons vu, entendu depuis des années sur ce thème, nous avons fait appel au SEMA à Bi Marik, Bi est avocate protectionniste, comme elle dit, en Belgique, et elle est médiatrice familiale, et elle s'est particulièrement intéressée au sens de la rupture de relation, et elle a une méthode qui est la sienne, qu'elle viendra nous présenter. Elle fait avec l'adolescent et son parent. Elle fait l'activité, et c'est l'activité qui devient support de ce qui se passe, et ça, elle l'appelle la médiation par le faire, F-A-I-R-E. Est-ce qu'on on brise le fer? Est-ce qu'on tord le fer? Je ne sais, on croise le fer? Je ne sais pas.
Et on vous proposera donc le 20 mai. Là aussi, c'est un webinaire gratuit. Vous devez vous inscrire. C'est important que vous inscriviez, même si d'autres autour de vous veulent participer. C'est vraiment une ouverture très large, mais il faut que les personnes s'inscrivent pour qu'après on puisse leur envoyer les informations. Voilà, vous retrouverez aussi toutes nos formations sur le site du SEMA, qui sont bien plus larges que la famille. N'hésitez pas à aller faire un tour. Nous sommes en projet de réflexion, on ne peut pas tout vous annoncer encore, mais ce webinaire a été une préparation très particulière et très longue. Et vraiment, je remercie chaleureusement Daniel et Nancy qui se sont pliés à cet exercice. Il y a un écrit pour ce soir qui est très important. On réfléchit pour savoir ce qu'on pourrait en faire et les questions auxquelles on n'a pas répondu, on regardera comment on peut y répondre. On vous souhaite à toutes et à tous une Merci, excellente soirée. Jocelyne. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Évidemment, merci à mes collègues du SEMA, Catherine, notre directrice pédagogique, Hélène, secrétaire générale, qui passe son temps à tout nous remettre de manière extrêmement optimale avec l'informatique. Et puis, mais vraiment, merci à vous toutes et tous. Merci à Daniel et Nancy. Et comme dit Daniel, si vous avez une appétence pour ces médiations-là, allez-y. Et n'attendez pas qu'on vous dise que vous ne pouvez pas faire. Regardez ce que vous pouvez faire. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt.